C'est un peu comme le meilleur ami, entre guillemets, du researcher, tu vois. Presque la nounou du researcher, entre guillemets. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour tout le monde, je suis content aujourd'hui d'accueillir dans cette nouvelle interview Alexis Jérôme. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour Laurent, ça va très bien. Alors, pour situer la personne, toi tu te trouves en Suisse, hein, c'est ça? Oui, voilà, à Genève. À Genève, voilà, super. Et donc moi à Paris, donc voilà, ça fait une petite distance. Comment ça se passe à Genève alors? Bah écoute, ça se passe très bien. Je viens de revenir à Genève après plus de 2 ans et quelques à Zurich et à bouger en Europe pour une startup pour laquelle je travaillais. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, bon, bah, bonjour à tous. Moi, c'est Alexis. Je suis UX Researcher en freelance maintenant depuis un mois. Euh, et euh, et j'étais aussi, pour certains qui vont m'écouter, peut-être vous m'avez rencontré, j'ai été responsable d'expansion Europe de Testing Time, donc une startup qui s'occupait de faire du recrutement utilisateur, donc en Europe. J'ai pas mal voyagé à cause de ça. C'est d'ailleurs une des raisons qui a motivé aussi le sujet de ce podcast aujourd'hui. D'accord, super. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tu m'as fait découvrir, que je ne connais pas, et on va le découvrir ensemble avec nos auditeurs. Ça s'appelle donc la Research Ops. C'est quoi? Est-ce que d'abord, pourquoi as-tu voulu parler de ce sujet aujourd'hui dans mon podcast, hein? Ouais, ouais, très bonne question. Mais en fait, bah, c'est quelque chose de personnel, puisque je t'avouerai que j'ai découvert la Research Ops avec Testing Time quand j'ai travaillé là-bas, en étant en contact de researchers et en montant, en aidant justement des researchers à scaler en fait la research dans les entreprises. Et donc, c'est ce que j'ai fait ces plus de 2 ans euh, qui viennent de se passer. Et je voulais parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un sujet qui est clé. On parle d'impact dans les organisations, on parle de research de plus en plus en France, euh, mais pour que la maturité entre guillemets de la recherche euh, soit valorisée, il y a en fait tout un système et des processus à mettre en place. Et donc, c'est justement ce qu'on va un peu parler en parlant de Research Hubs, quoi. D'accord. Alors, la première question évidemment qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par Research Ops? Ouais. Alors, je dirais, tu as plusieurs définitions qui traînent sur Internet, mais moi, je dirais, pour simplifier les choses, en fait, c'est toute la partie logistique euh, en fait, qui va supporter la fonction recherche utilisateur. Et donc, quand on parle de logistique, c'est pas on parle de recrutement, etc. Mais vraiment, je dirais la partie interne à l'organisation. Euh, donc, ça veut dire des processus, des outils, des rôles et des formations à mettre en place qui vont permettre que la recherche utilisateur se diffuse dans l'entreprise et scale, je veux dire, grandisse, quoi. D'accord. Et alors, d'après toi, donc tu viens de nous expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est, mais d'après toi, depuis quand ça existe? Ouais, bah en fait, je dirais c'est un terme qui a été plus ou moins prononcé la première fois, je crois, en 2018 par une researcher qui est maintenant Research Ops, hein,
qui s'appelle Kate Towsey, qui est maintenant Research Ops Manager à Atlassian, donc à Sydney. D'accord. Euh, et donc, c'est une chercheuse assez influente dans le milieu anglophone. Et elle a prononcé donc ce premier terme en 2018 et c'est un peu inscrit aujourd'hui dans l'histoire de la Research Ops comme un peu le moment où la Research Ops est née. Même si, entre guillemets, on va en parler, bon, je dirais, c'est un nouveau terme dans le lingo du monde de l'UX, etc. Mais c'est une manière de rendre opérationnel des activités qu'aujourd'hui on fait déjà depuis assez longtemps et des researchers vont écouter ça et dire bah, je le fais déjà. Ça formalise, je dirais, un savoir qui était peut-être mis de côté ou on n'avait pas vraiment le temps d'en faire, quoi. Et tu te rappelles à quelle occasion, en fait, elle en a parlé ou est-ce que c'est dans un meet-up, une réunion, je sais pas, ou Je crois que ouais, je crois que c'était un meet-up ou une conférence UX Brighton, si je ne m'abuse, mais je suis pas sûr. Mais enfin, je sais que c'était une conférence où elle a un peu, je dirais, mis le terme sur la table, quoi. D'accord, ok, d'accord, très bien. Et alors, en quoi est-ce différent de la fonction recherche utilisateur alors? Ouais, je dirais alors plus qu'être différent, c'est vraiment en fait c'est quelque chose qui est complémentaire en fait. Pour définir la research app je dirais de manière simple, c'est que ce serait un peu le service, on serait au service des user researchers. Parce qu'aujourd'hui, les user researchers, quand tu es researcher, tu fais tout, entre guillemets, qui est la recherche, évidemment, mais tu as toute la partie interne qui est diffuser la recherche, gérer peut-être le panel, gérer la salle d'observation, les prestataires, avec l'équipe légale les, ce genre de pépins qu'on peut avoir, s'il faut payer ou pas les participants, quels sont les politiques de confidentialité, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu la blague entre researchers que si tu arrives à faire de la recherche à plus de 20 ou 30% de ton temps, c'est déjà que t'es bien, quoi. Donc, tu as beaucoup d'inefficience aujourd'hui entre guillemets, le métier de researcher. Et la researcher, en fait, elle va prendre toute cette partie beaucoup plus administrative, organisationnelle, pour libérer au final le temps du researcher à faire ce qu'il est le meilleur à faire, c'est-à-dire de la recherche et trouver des opportunités et des insights. D'accord, ok, très bien. Est-ce que pour toi, tu nous disais que tu l'avais vu chez Testing Time, est-ce que pour toi, quand tu l'as vu avec d'autres personnes, ou est-ce que tu as vu qu'il y avait une efficience et que du coup, les, les, les user research étaient plus efficaces en fait dans leur travail? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, j'ai vu ça parce qu'en fait aussi, je dirais mon rôle de testing time, il y a beaucoup, entre guillemets, de clients qui ont essayé de me débaucher pour monter ce genre de département. Et donc, je t'avouerai qu'à l'époque, enfin, j'accompagnais ces départements, etc. Mais je suis allé chercher d'autres research ops, et c'était aussi des clients à moi, pour échanger sur le sujet. Et très clairement, en fait, c'est assez marrant quand tu vois un peu la manière dont ils en parlent ou comment, quel est leur positionnement dans la boîte. C'est un peu comme le meilleur ami, entre guillemets, du researcher, tu vois. Ou presque la nounou du researcher, entre guillemets, où le researcher va être sûr qu'en fait, quand il y a un moment, que ce soit toi, researcher, ou même un PM, hein, quand on parle de research, c'est pas forcément que les researchers qui font de la recherche, qui en PM va faire de la recherche, il y a vraiment tout à disposition, il y ait aucun problème qui te bloque sur le chemin, quoi. Donc en fait, en tant que researcher, tu vas nettoyer, je dirais, tous les problèmes en amont et être sûr que la personne qui a besoin de faire de la recherche, elle a les bons outils, elle a les bons process, elle a déjà les budgets qui sont en place. Et entre guillemets, il n'y a plus qu'à cadrer euh,
je dirais, ça quand même reste la chose la plus difficile, mais bien cadrer le plan de recherche, être sûr que tu fais ça pour de bonnes raisons et qu'il n'y a pas déjà des réponses qui existent en interne, quoi. Cette efficience, où je dirais dans un meilleur des cas, tu as un vrai système qui permet d'alimenter sans cesse le business avec des insights frais, mais de garder en fait la main sur en fait je dirais des gains, on va dire, de productivité en interne, quoi. Ok. Donc, c'est, oui, effectivement, comme tu viens de le dire, en fait, c'est plus dans l'optique ou avec un objectif de productivité. Oui, voilà, en fait, euh, j'ai parlé à Kate justement aussi, parce qu'on s'est rencontrés, j'ai profité du Covid aussi pour en parler avec elle et échanger sur le sujet. Et elle disait clairement, en fait, la startup, c'est pas une structure où tu vas gagner de l'argent, tu vas optimiser des coûts liés à l'interne, parce qu'en fait, la research, sans que le problème, c'est que tu sais jamais combien tu investis en research, que ça soit en temps humain de personnes qui ont fait de la research, et aussi avoir tous les coûts derrière. Et donc, parce que bah, tout ça, je dirais que personne n'a jamais vraiment le temps de s'en occuper. Genre, faire l'admin, les coûts derrière et visualiser en fait l'impact, ça demande un temps d'investissement et que bah, les équipes techniques derrière, on leur donne pas cette latitude, tu vois. Genre, si un PM doit encore euh, calculer, voir ça en plus de sa roadmap, et des features et d'autres choses qu'il a à faire, il n'aura pas un researcher, même chose, quand il a pas mal de recherches à gérer, des rapports à proposer et gérer ses stakeholders, bah, cette vision en fait de l'impact de la recherche est très dure à mettre en œuvre, quoi. Et donc, gérer la research hub va permettre de mettre en avant voilà, qu'est-ce qui se passe en fait et quels sont les gains. D'accord. Très bien, je comprends, effectivement. Et alors, j'avais une autre question, moi j'en ai encore pas mal d'autres Ouais, également. ouais, c'est cool. Euh, à ton avis, dans quel contexte on peut utiliser la Research Ops? C'est-à-dire, par rapport est-ce qu'il y a un type de société? Et puis, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que, par exemple, une grande société vs une start-up, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser? Et comment l'utiliser un petit peu dans chaque structure, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, je dirais, moi, j'ai eu la chance de parler avec des research ops qui sont par exemple, avec Booking, Uber, Hmm, Airbnb et des research ops, un peu, entre guillemets, en devenir dans certaines entreprises, on va dire, plus petites. d'accord. Euh, donc, je pense déjà, il y a un cadre à mettre en place que je pense que nombreux des auditeurs auront compris que bon, bah, la research ops, c'est pas dans une startup de 5 personnes qu'on va le faire. Entre guillemets, à ce niveau-là, de toute façon, il y a déjà d'autres problèmes à régler, je pense, à ce niveau-là, quand tu as cette équipe. D'accord. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être une multinationale, quoi. Il n'y a pas besoin d'être. Moi, je vois des research ops avec des équipes en taille d'employés, ils sont à 70, 100 personnes. Il peut y avoir des research ops dans ce genre d'entreprise. La meilleure la meilleure, je dirais, euh, moment pour décider un peu si tu as besoin d'un research ops ou pas, c'est de voir, en fait, généralement, comme à ce niveau-là, les PM ou les researchers font la recherche, euh, si, s'il y a un vrai appétit de research et que la maturité est haute, généralement, en fait, tu vas arriver un peu à un point d'étranglement où tu vois, genre, tu auras trop de recherches à faire et tes researchers sont sous l'eau, en fait. Les gens sont D'accord. sous l'eau, ils n'arrivent pas à produire la research au rythme, entre guillemets, que le business a besoin. Euh, et donc, généralement, c'est là où le rôle de Research Ops va commencer à naître, parce qu'il faut quelqu'un, en fait, pour décharger toutes ces personnes qui ont besoin de faire de la research, des, généralement des process ad hoc et de la structure de comment on fait les choses. Euh, Sans qu'à chaque fois, en fait, bah, si tu fais ça de manière ad hoc, c'est toujours un peu, tu réinventes un peu la roue, tu n'as pas vraiment un système qui est centralisé, tu perds tes insights, donc tu redoubles, tu dupliques ta recherche, tu retrouves pas les bons rapports, etc. Et donc, si tu n'as pas cette vision globale, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise,
bah, en fait, tu vas arriver à des plateaux. Et donc, c'est dans ces moments de plateau où, bah, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu vas mettre un researcher. Quand j'ai parlé à Kate, elle m'a dit, enfin, dans certaines entreprises, quand tu as de 4 à 6 researchers dans ta boîte, ou 6 personnes qui font de la recherche, je dirais dans une grande équipe, quelque chose comme ça, généralement, ça vaut la peine de se poser la question d'avoir un researcher derrière. Parce que à ce niveau de recherche, tu vas en faire régulièrement. Et donc, tu vas avoir ces goulots d'étranglement qui sont déjà en train d'arriver, quoi. D'accord. Mais est-ce que c'est pas plutôt au-delà de deux ou de trois personnes, je sais pas, parce que j'imagine qu'une société qui recrute ou qui a déjà en place des researchers qui ont deux ou trois personnes, est-ce que c'est pas déjà intéressant de mettre un research ops ou une research ops en place Bah, je dirais, pour peut-être optimiser ça va les... dépendre du rythme de recherche, en fait. Ouais, Si tu as déjà une structure où t'as une recherche qui est quand même, où tu as une vraie demande de recherche continue et de tests, je dirais, qui sont hebdomadaires, ça peut commencer à être le cas. Et surtout si tu vas tester genre, en dehors de la France. Peut-être quand tu as des produits globaux et tu as une équipe de deux trois rechercheurs, mais que tu vas faire ça dans différents pays, tu as différents continents à gérer, des questions, tu vois, genre beaucoup plus complexes qu'un produit qui est genre aujourd'hui que sur la France. Là, ça ferait un contexte, il y aura un contexte qui pourrait amener à cette réflexion. Tu vois, par exemple, je parlais récemment à une entreprise qui est comme ça, qui est globale, basée en Allemagne. Eux, ils sont pas très très grands. Ils ont un researcher, mais ils ont les PM et des designers, des product designers aussi, qui font de la recherche. Donc en fait, c'est pas forcément basé sur le nombre de user researchers, mais plutôt par le nombre de personnes qui font la recherche. d'accord. Parce que je dirais, c'est une startup, ils sont très design driven, mais je dirais la recherche est diffuse dans l'organisation. Donc, c'est ça qui est, entre guillemets, je veux dire, il n'y a pas vraiment encore trop de règles, c'est très naissant, mais ça va vraiment dépendre de comment en fait la recherche est organisée dans la boîte. Genre, qui c'est qui fait la recherche, combien de fois, comment, et de voir en fait c'est où s'il y a des synergies en fait Ok. qui peuvent être faites par rapport en ayant cette personne de research ops en fait. D'accord. Euh, pour toi, à quel moment il faut mettre en place la Research Ops? Est-ce qu'il faut, tu expliquais que fallait avoir un certain nombre de personnes qui font la user research, Mhm. mais est-ce qu'il y a, il y a un moment clé à le mettre en place? Bah, du coup, enfin, je pense que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant. Ça va être vraiment basé sur le moment où tu vois que je dirais, les équipes n'arrivent plus à prendre plus de recherche, tu vois, parce qu'il y a trop de blocages en interne, ça manque de process. Donc je dirais que tu vas plutôt reconnaître le moment de mettre le research ops quand tu vas avoir ces genre de symptômes où la recherche pédale un peu et tu n'arrives pas à produire aller plus loin en fait dans l'impact que tu veux produire, quoi. D'accord. Et d'après toi, vu que tu l'as vu chez Testing Time, d'après toi, quels sont les bienfaits de la Research Ops ou lorsque tu en as discuté avec cette personne? Donc les bienfaits de la research ops en fait sont très clairs, c'est que tu vas en permettant d'avoir ce système, tu vas avoir des process clairs sur les règles que tu fais de la recherche et tu vas surtout anticiper les besoins de l'équipe de recherche, ou je dirais des PM ou de la stratégie de produit qui en ayant sûr que tu as toutes les ressources pour faire de la recherche, je dirais, dans cette année. Donc, par exemple, un exemple clair, c'est que je dirais, un research hub va toujours aller voir les head of research et leur dire, OK, c'est quoi cette année?
vos besoins, quel type d'utilisateurs avec lesquels on doit parler, est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y a de nouveaux angles, et bon, tout ça est très lié au produit, à la stratégie produit évidemment, parce que ça découle de ça. Et par exemple, un startup va aller voir, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on le panel qu'on a, donc il faut qu'on le renouvelle. Ou les prestataires qu'on connaît pour faire ça, cette année, il va y avoir plus d'ethnographie. Ok, bon, bah, alors il faut qu'on trouve ce genre de prestataires dans les pays qu'on a besoin, parce que vu les solutions qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Alors que, et donc ça, c'est un type, tu vois, de choses qu'un research shop va aller déblayer en amont. Comme ça, le moment où, tu vois, genre trimestre 1, trimestre 2, il y a ce type de recherche, bah, on ne soit pas dans le mode réactif où, bon, il faut qu'on fasse de l'ethno. Alors, on doit faire de l'ethno alors en Espagne, en Finlande, alors on va faire un truc LinkedIn. S'il vous plaît, les mecs, sauvez-moi la vie, comment fait-on? Tu fais les devis en même temps, tu prépares le plan de recherche. Donc, et donc, généralement, c'est un peu comme ça où on travaille encore beaucoup, où la recherche est très réactive, il faut qu'on trouve et qu'on jongle un peu. Euh, et à ce niveau-là, enfin, des fois, ça peut être assez compliqué de prévoir et de faire bien les choses dans ce genre de contexte, quoi. Donc la startup va tout simplement euh, permettre d'aller beaucoup plus profondément, te poser euh, et d'aller creuser justement les questions business que si tu restes euh, dans le réactif, tu auras plus de mal à les faire, quoi. Effectivement, d'accord. Je comprends, je comprends beaucoup mieux. Et Alors, si t'as déjà essayé par exemple, enfin, je pense un exemple basique que n'importe quel UX a dû passer, c'est finalement le client a décidé de faire des tests utilisateurs. mhm. Donc, grosse victoire que tu sois en agence, que tu sois en interne, etc. Et maintenant, ok, bah, maintenant, il faut trouver comment c'est nos utilisateurs, comment on leur parle, on les paye pas. Ah, mais en fait, il veut ça pour la semaine prochaine. Bon, bah, il faut qu'on les recrute. Est-ce que le prototype est prêt? Enfin, et donc, généralement, tout ça, ça arrive d'un coup. Et donc, si tu te dis, bah, on enlève toutes ces préoccupations qui sont liées donc, au recrutement, au légal, etc., etc., bah, ça va te permettre de te concentrer beaucoup plus sur la question de recherche, du design, etc., etc. Ouais, et puis au niveau même charge mentale, ça enlève vraiment un gros poids, quoi. Voilà, Je, exactement. Tu vois, le fait d'avoir, entre guillemets, une équipe, par exemple, à Google, ils ont des équipes de recrutement en interne, parce que bon, ils sont plus de, je crois, 70 researchers dans le monde. Et donc, le fait qu'entre guillemets, quand il y a un problème, par exemple, même, t'es pas à gérer le remplacement des utilisateurs, bah, clairement, ta recherche va être mieux faite. Tu vas être plus tranquille avec l'utilisateur qui est là, ou tu vas pas être là en train de faire l'analyse, en train de penser est-ce que je vais avoir quelqu'un qui arrive dans une heure ou deux, tu vois. Et comme bon, on fait tous des travaux, on fait un travail qui est cognitif et je pense que la concentration est très liée un peu à l'output qu'on va avoir. Euh, c'est ce genre de qualité du travail on va augmenter, tu vois, par conséquence, quoi. ok, très bien. Et du coup, le pendant de cette question, c'est quoi les limites de la Research Ops? Je pense qu'il y en a quatre que j'ai observées pour l'instant. Donc la première, on va dire, elle est assez similaire un peu peut-être aujourd'hui ce que des researchers ou même des UX, je dirais, peuvent rencontrer, qui est le rôle un peu est mal compris, parce que c'est tout nouveau, hein, ça a à peine 2 ans, plus ou moins. Euh, et, euh, et le poste est créé dans les mauvaises raisons. C'est-à-dire la perception en interne du poste est pas la bonne. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'a fait refuser pas mal d'offres, où généralement le researcher qui va être assimilé naturellement au recrutement. Tu vois, genre, c'est le recruteur, c'est la personne qui va faire que du recrutement et qui va être dans une vision très opérationnelle. Alors qu'en fait, bon, si on déroule un peu ce que je t'ai présenté, Hmm. le recrutement, c'est juste une partie
on va dire, des tâches du Research Ops. Donc, pour moi, c'est la première limite, c'est d'être cantonné à un rôle où tu peux pas avoir l'impact. Et donc après, c'est un peu comme le cercle vicieux, tu vois, genre où on va te dire, bah, pas d'impact, tu n'auras pas de plus de budget, donc tu vas rester là et ça va pas te plaire, quoi. Donc je pense que c'est une des premières limites et ça arrive plus souvent qu'on le veut, qu'on le veuille, pardon. Après, il y a la deuxième chose qui est la research, c'est c'est passionnant et quand ça marche bien, bah, les gens en demandent toujours plus. Et donc, comme c'est un rôle assez nouveau, il n'y a pas énormément de budget, donc généralement, c'est des équipes de une personne, et après, si ça marche pas trop mal, on arrive à faire grandir. Donc, le deuxième danger, c'est de vouloir trop en faire. Trop en faire parce que, toi, en tant que research ops, tu te fais en burn-out, parce que tu as énormément de choses à gérer, surtout quand tu t'as des postes tu dois gérer ça sur 3 time zones, avec des research labs aux States, en Angleterre, etc. Je parle de situations vécues avec qui j'ai parlé à des entretiens, des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça un peu les setups des boîtes. D'accord. Et c'est très facile de vouloir trop en faire. Tu vois, je parlais des research shops, de Uber, des choses comme ça. C'est pas je dirais, surprenant que des gens partent en burn-out pour ce genre de choses. Donc ça, c'est entre guillemets la deuxième limite. D'accord. Surtout qu'en fait, les progrès en fait sont très très lents. Je dirais, on va dire, une fois que tu as généralement mis un peu tes quick wins liés au recrutement, je dirais, c'est généralement les parties les plus simples à faire. Après, tu as beaucoup de parties organisationnelles, de processus, d'alignement avec des équipes produits, avec des équipes de research, avec des équipes juridiques, etc., pour tout un tas de raisons. Et donc, la limite, c'est que bon, bah, tu feras des progrès, faut quand même que l'organisation soit ouverte à ça. Et donc, ton progrès va être lié à cette maturité en interne. Euh, donc, je pense, le grand challenge de la Research Ops, c'est cette quand même lenteur d'avoir ça, parce que ça met du temps et tu dépends de beaucoup d'autres choses. D'accord. Et la dernière, promis, hein, c'est qu'en fait aussi, tu n'as pas de fin. Moi, je pense toujours en termes de maturité. Euh, Tu pars d'un point, tu augmentes, tu deviens plus mature. Mais à chaque fois, tu as un niveau, tu vois, plus élevé. Et donc, en fait, je dirais que tu as réglé le premier problème, mais il y en a un autre. Et donc, quand je parlais des research ops à Uber, j'ai dit, OK, à ton niveau, c'est quoi le problème, en fait? Genre, je dirais, vous avez une structure, vous faites de la recherche en Inde, au Brésil, en UK, aux États-Unis, etc. Tu coordonnes tout depuis ton pôle d'Amsterdam. Et à ton niveau, qu'est-ce qu'il y en a? Et tout simplement, on me disait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce que, je dirais, tu peux toujours recruter un autre programme manager. Donc, c'est entre guillemets des gens qui sont en research ops, mais qui vont gérer des pans spécifiques de la pratique en interne. Et il me dit, tu auras toujours beaucoup plus sur ton assiette que tu peux en faire. Et donc, je dirais, il y a cette notion de sans fin de recherche parce que tu as un appétit du business pour la recherche quand tu arrives à ce type de niveau-là qui ne fait que s'agrandir, quoi. D'accord. Ok. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas et pour répondre à cette question, faut au moins l'avoir vécu ou l'avoir approché. Et c'est intéressant d'avoir ce retour. Je pense que les gens seront, les auditeurs seront vraiment intéressés par ça. Ouais, tout à fait. Ouais, Et enfin, juste pour mentionner, parce oui, je pense que le challenge et la beauté un peu de la recherche et du research, c'est qu'on va gérer en fait de la connaissance, tu vois. hmm, Euh, et je dirais, bon, et maintenant, la connaissance un peu de ton client est devenue l'avantage compétitif. Je dirais, on parlait tous d'expérience utilisateur. Je sais plus, il y a 5 ou 10 ans, on disait l'expérience utilisateur, c'est l'avantage concurrentiel le plus important, etc. Mais
quand tu dis que l'expérience utilisateur est l'avantage concurrentiel, en fait, ce que tu te bases, c'est la connaissance de ton client, de tes utilisateurs, de leurs problèmes et comment tu y réponds. C'est là, en fait, que ton avantage, il est, tu vois. Et donc, certaines entreprises l'ont compris, surtout sachant que bah, ces usages utilisateurs, euh, je dirais, les comportements changent de plus en plus rapidement. Tu as des nouvelles plateformes, la compétition qui arrive d'autre part, etc. Et donc, je dirais, le rôle ne prend que plus de sa valeur parce qu'il faut maintenant, entre guillemets, avoir un système, une manière de gérer toute cette connaissance qu'on injecte dans le business et que en fait les personnes qui sont dans des positions de décision, hein, que ce soit pas forcément des C-level ou des stakeholders très élevés, mais même tu vois des PM qui doivent prennent des décisions sur des features, etc. et accès à cette recherche, comprennent cette recherche, l'acceptent aussi. Ça c'est des gros points qui demandent énormément de temps. Euh, et donc, au final, comment tu gères cette connaissance et cet appétit de la connaissance des gens pour ça, quoi. Et c'est là, je dirais, le point super positif, mais aussi super challenging, quoi, sur comment faire, quoi. D'accord, ok, super. À ton avis, Alexis, qui peut exercer la Research Ops et comment une personne peut savoir si elle est faite pour ça? Ok, alors c'est une super question, parce que justement, on n'a pas parlé encore des limites, mais Kate mentionnait aussi que la limite de talent, entre guillemets, des Research Ops, c'est quand même assez, enfin, sera latente. Hmm. Mais enfin, moi, de ce que j'ai vu dans l'industrie aujourd'hui, c'est que t'as deux types de profils qui deviennent Research Ops. Donc, un, évidemment, tu as les researchers qui, généralement, en fait, ça devient en fait une extension euh, je dirais, naturelle de leur travail. En fait. Quand tu es researcher, quand tu n'as pas la chance d'avoir un research ops, tu fais déjà tout ce genre de problèmes. Tu vois, tes logiques de gestion, la base Notion ou Airtable que tu as. Après, comment tu vas créer des processus en interne, parler avec les différents départements, former les équipes, etc. Euh, les researchers, en fait, le font déjà de manière ad hoc. Hmm. Donc, généralement, ce qui se passe c'est dans une équipe, quand il y a cette douleur dont on a parlé, bah, un researcher va dire, bah, moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'aider la fonction recherche à grandir, à scaler et à être, je dirais, avoir plus d'impact dans le business, quoi. Donc ça, c'est le premier profil, qui est D'accord. généralement le plus souvent le cas. L'autre profil que j'ai vu, c'est peut-être d'autres profils un peu plus opérationnels qui viennent du recrutement, peut-être plus quali, des choses comme ça. Cette zone en fait où c'est assez similaire, où ils peuvent rentrer dans cette petite porte, on va dire, de Research Ops et grandir après avec le rôle en interne, quoi. Euh, mais je dirais, c'est généralement, il y aura ce profil qui viendra après, qui est quelqu'un de plus peut-être senior ou plus avec ses visions stratégiques qui viendra. Parce qu'il faut bien différencier, genre on va dire, si on devait différencier, tu as deux types vraiment de research ops. Tu as un peu genre le research ops manager qui quand même doit avoir une stratégie, une vision stratégique qui va être au-delà de l'opérationnel. Et après, tu as la partie beaucoup plus opérationnelle de la research ops qui est le recrutement, l'admin et tout ce genre d'autres choses qu'il peut y avoir sur le chemin, quoi. Donc, D'accord. je dirais que c'est ces deux grands types de profils, quoi. C'est vraiment intéressant, quoi. Après, je pense que c'est peut-être fait pour des profils qui sont, qui aiment bien l'organisation, qui aiment bien les choses carrées, ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, enfin, ouais, d'ailleurs, c'est là, je me rends compte, j'ai pas répondu à comment je sais si c'est pour moi. Euh, mais je dirais je dirais c'est une fonction, en fait, faut aimer servir. Faut Hmm. aimer aider, euh, par exemple, des researchers ou des PM, des choses comme ça. Je pense qu'il y a une grande, il y a une grande satisfaction, en fait, à enlever.
enlever des problèmes que d'autres n'ont pas forcément le temps de faire ou pas forcément, je dirais, d'autres choses plus importantes à faire. Et je pense que c'est une qualité d'un research ops, c'est d'avoir cette volonté, même ce plaisir en fait, de pouvoir aider les autres et débloquer la situation. Quoi. Parce que là, entre guillemets, pour reprendre un peu les exemples que j'ai vécu à Testing Time, c'est le fait d'être capable de prendre, de répondre à un brief de recrutement et d'entre guillemets sauver la recherche de la personne, de pouvoir que la personne enfin, délivre les insights à temps et que tout se passe bien, quoi, dans des conditions des fois qui sont assez compliquées ou dernière minute, etc. Donc il y a cet aspect, je pense que tous les researchers partagent parce qu'il y a un peu cet amour pour la research, mais aussi dans le fait d'aider des researchers en fait à bien faire leur boulot chaque jour. Quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que on peut apprendre la research ops? Et donc il y a deux autres questions qui vont avec. C'est existe-t-il des formations et existe-t-il des outils, s'il te plaît? Alors c'est une super question. Ouais, je pense que c'est à l'école de la vie. C'est comme ça qu'on l'apprend. D'accord. Et je pense qu'on tombe dedans plus ou moins disons tu le fais de manière un peu organique, je sais pas, pour quelqu'un qui travaille en interne ou en agence, tu commences à le faire organique, tu vois, si t'aimes bien, euh, tu vois, éviter à chaque fois d'être en train de courir à droite à gauche quand tu as des recrutements ou que tu dois faire valider un truc par le juridique, mais qui en fait ils vont mettre 3 semaines, et bon, tu as 2 jours à faire valider ça. Enfin, euh, c'est quelque chose que tu prends à bras le corps et que tu fais déjà, quoi. Donc, je peux pas vraiment dire qu'il y a des formations, tu l'apprends comme ça parce que tu es proactif. Heureusement, on va dire quand même, pour l'apprendre, tu as quand même une communauté de RIOPS globale dans le monde. Donc, tu as un Slack qui s'appelle le RIOPS Slack, qui a plus de 8 ou 9 000 personnes aujourd'hui dans le monde. Ah oui, Ils sont d'accord. pas tous, ils sont pas tous RIOPS, hein, mais tu as beaucoup de researchers du X, devient un peu, pas n'importe quoi, mais euh, un grand Slack global qui parle de recherche et qui aide les researchers. Donc, tu as beaucoup de contenu intéressant qui sort de là, même si bon, bah, c'est des limites de Slack où ça part un peu dans tous les sens et bon, tu perds vite un peu le fil du truc. Aux États-Unis encore, hein, c'est très US hein, évidemment. T'as pas mal, t'as des trucs sur SlideShare où ils partagent des decks et t'as aussi comment ça s'appelle, la Rosenfeld Foundation, je sais pas si c'est Fondation ou c'est un éditeur de livres en UX D'accord. qui organise, qui a maintenant sa communauté de research euh, sur le sujet. Donc c'est recherche et research ops, parce que les deux sont intimement liés. Donc qui offre sa communauté, qui a des, non, il n'y a pas encore de bouquin sur ça. Kate est en train de l'écrire en ce moment. J'ai D'accord. vu son post LinkedIn passer. Donc c'est en train de se structurer. Il y a, D'accord. D'accord. Donc je c'est suis vraiment pas. c'est donc vraiment très très récent quoi en fait. Ah oui, c'est super récent. Il y a pas de bouquin sur ça. C'est que des posts et que des blogs. Tu as quelques newsletters. Mais aujourd'hui, les échanges, on va dire, ce que j'aime beaucoup dans cette partie de la recherche, c'est qu'en fait, c'est tellement nouveau que tu as vraiment cette côté d'entraide et de bienveillance, qu'on est tous un peu dans le même sac où bah, tout le monde galère, c'est pas facile. On connaît, comme la recherche utilisateur, on connaît les bénéfices aussi de la RIOPS. Euh, et donc, il y a tellement de contextes différents, que ce soit dans du B2B, que tu es dans un truc US-based ou genre vise vraiment business global avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Enfin, c'est vraiment des logiques totalement différentes et tu peux pas répliquer chaque logique à chaque entreprise. Tu dois Hmm. vraiment faire un truc sur mesure et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quoi. D'accord. Et pour toi, quelle est la différence entre Design Ops et Research Ops? Bah, généralement, enfin, Research Ops, ça va être focalisé seulement sur la fonction de recherche. Donc, le but de la Research Ops, c'est de créer un système qui fait que la recherche
se passe le plus facilement possible et que son impact soit diffusé dans l'entreprise, justement aux designers pour qu'ils prennent leurs décisions. Hmm. Euh, Dans certains cas, entre guillemets, la Research Ops sera sous le Design Ops, parce que généralement, dans les orgs, c'est que tu vas avoir un Head of Design, un Head of Research, mais ça va être emboîté, genre le design va englober, entre guillemets, la recherche, etc., en termes d'org. Donc, ça va être dans un sous-chapeau de ça, quoi. Le Design Ops, c'est beaucoup plus dans l'industrialisation, on va dire, de la delivery du design jusqu'à la production, quoi. D'accord, ok. Et donc, pour toi, la Research Ops, c'est, euh, c'est un coin dans le Design Ops ou pas du tout? Je dirais que ça sera un coin du Design Ops, parce que ça ferait, entre guillemets, ils vont se toucher. Ils vont se toucher parce qu'évidemment la research va impacter le design et c'est un Bien système sûr. qui c'est un feedback loop. Oui, Euh, mais non. Euh, donc ouais, pour le placer dans des boîtes, je dirais ça ferait partie d'une d'une certaine logique, quoi. d'accord, ok, très bien. Ok, c'est intéressant de voir parce que c'est vrai que moi j'avais déjà été approché par des sociétés pour faire du Design Ops. Et effectivement, je m'étais jamais posé la question sur la Research Ops, mais effectivement, pour moi, ça englobait, du moins, mais il n'y avait pas une branche spéciale Research ou recherche utilisateur, mais effectivement, ça peut être vraiment, je pense que ça peut être vraiment détaché du Design Ops, en fait. C'est peut-être moins global et c'est beaucoup plus spécifique, à mon avis. Oui, oui, exactement. Ça va être beaucoup plus spécifique et entre guillemets enfin, c'est pas du tout la même problématique et entre guillemets un research up et un design ops ont pas, enfin, ils vont pas avoir grand chose enfin, ils peuvent échanger des tips, mais entre guillemets, ils travaillent sur des logiques totalement différentes. Hmm. Mais dans la logique, la research va influencer aussi le design euh, et mais c'est plus une logique, comment tu, dans l'organisation, peut-être quand tu me parlais en introduction, tu avais, parlé avec Benoît Drouillat, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Sur la stratégie de design. Bah là, tu vois, ça va prendre son sens. Quand tu parles de stratégie de design, tu vas parler comment on va faire interagir la research et le design ensemble, tu vois. Hmm. Hmm. Euh, et donc là, c'est aussi entre guillemets le schéma entre les ops qui va se rejoindre. D'accord, très bien. Et, pour toi, est-ce que aujourd'hui ou peut-être demain, on pourra en faire un métier ou une activité à part entière? Bah, je pense que c'est déjà le cas. Tu vois, il y en a quelques-uns quand même qui montrent la voie. Et clairement, c'est un champ de connaissances en fait euh, qui est, je dirais pas sans fond, mais ça va être un champ de connaissances super spécifique où tu dois connaître bon, je dirais quand même au contact de researchers et de gens qui font de la recherche. Donc ça veut dire tu dois comprendre leurs besoins, comment ils travaillent et comment tu veux te placer vis-à-vis de ça. Euh, et ensuite, tu dois, toi, être capable de connaître, toi, ton marché, ton domaine, c'est-à-dire tous les outils, les outils dans quel moment, pourquoi, dans quel pays, parce que bah, tu as des outils qui marchent dans tel pays, pourquoi, que ce soit cloud, pas cloud, Hmm. les prestataires, même chose, questions juridiques, gérer des labs, gestion de connaissances, tu vois, genre. Donc, tu as un champ spécifique, tu vois, genre, je sais pas si ça te le fait, mais je pense aujourd'hui, en tant que UX, on a tous une FOMO sur les outils Hmm. qui naissent de tous les côtés. Tu vois, genre, tel outil fait tel entretien, tel truc ou pas. Ça, ils font du recrutement, mais dans ce pays, mais pas dans ce pays. Donc, tu as tout enfin, cette complexité au final de la vision du marché qui est super importante parce que euh, tu ne pourras pas, en tant que research, tu ne pourras pas faire tout toi-même. Tu peux pas tout internaliser, créer toi-même tes propres outils tout le temps et recréer la roue. Non, il y a des gens qui font ça très bien.
Euh, et c'est de savoir et prendre les bonnes décisions pour le bien des équipes derrière, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est pas du tout le rôle d'un user research d'aller à la recherche des outils ou en tout cas je pense que pour moi, c'est quelqu'un qui doit être orienté vraiment sur la recherche et beaucoup moins sur les outils. Je pense que il y a un grand nombre de user research ou de directeurs UX qui seraient contents de se débarrasser ou de sous-traiter cette partie-là à des research ops. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais tout à fait, parce que euh, t'imagines, euh, t'imagines déjà aujourd'hui, en fait, tellement la vague d'outils Hmm, tout à fait, oui. existe, alors que bon, on est une industrie naissante, hein. On n'est même pas consolidé. Alors, t'imagines dans le futur où ça ne fera qu'exploser, parce que le nombre de designers ne fait qu'exploser, on aura toujours plus d'usages digitaux, etc. Hmm, Donc là, on parle que du web, du mobile. Mais imagine une fois qu'on aura, je sais pas, l'internet connecté des choses avec des habits qui te parlent, etc. Tes voitures connectées. Enfin bref, tout ça va juste se multiplier, bon, je sais pas, un facteur de 10, quoi. Donc, on pourra juste pas suivre, euh, comme aujourd'hui, c'est très dur déjà de suivre. Donc, avoir des fonctions qui sont expertes et te disent, voilà, moi, j'ai ce genre de questions qui est en tête, je veux avoir ce genre de réponse et j'aimerais un outil qui me fasse ça, ça, ça. Un chercheur me dira, attends, moi, j'étais ma bibliothèque. Alors, moi, je suis parlé avec ce prestataire, il est capable de faire ça, mais dans ces conditions et, euh, et de trouver la meilleure solution vis-à-vis de ce que le rechercheur veut faire, quoi. hmm. D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce que toi, tu retires de cette expérience aujourd'hui à travers Testing Time ou les échanges que tu as eus? Tu viens de nous dire qu'effectivement, il va y en avoir de plus en plus et que ça va être bénéfique, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu retires de cette expérience aujourd'hui? Mm. Alors, moi, je trouve, je dirais qu'on arrive à un niveau de maturité aujourd'hui dans la recherche qui devient assez impressionnant, je veux dire, comparé peut-être à même il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans quand j'avais commencé, Hmm. et qu'aujourd'hui, enfin, c'est euh, c'est une industrialisation vraiment du design qui est mise en place, hein. Donc au final, euh, moi, ça me fait penser un peu comme la question de la logistique en interne quand tu es dans un e-commerce, tu vois. Amazon et machin, etc. Tout est super rodé. Bah, aujourd'hui, le design, on arrive à des choses, tu vois, tu parlais de design ops. Au final, le design ops aussi organise toute cette question des process, des toolings, etc. La recherche fait la même chose pour la recherche. Donc, on arrive aujourd'hui à une efficience des équipes pour livrer des produits qui est enfin, tout simplement incroyable quand c'est bien exécuté, quoi. D'accord. Euh, et je dirais donc ça, il y a cette partie euh, qui est qui est passionnante et je dirais surprenante de voir à quel point ça bouge. Et la deuxième, c'est euh, comment dirais-je, à quel point c'est, c'est bon de voir en fait qu'il y a, je dirais, la recherche est maintenant prise en compte sérieuse, euh, je dirais, surtout aux US. Ça arrive en France, donc c'est pour ça aussi surtout que je voulais parler de ce sujet, parce que je pense on n'en est pas encore dans Research Ops en France, mais ça ne me surprendrait pas que, tu vois, l'année prochaine, dans 2 ans, on commence à voir ce rôle se former parce que justement les designers ou les researchers diront stop, on n'en peut plus d'avoir, tu vois, ce rythme de recherche, on va devoir passer à autre chose, quoi. Hmm. Donc, j'espère que ça puisse invoquer en fait une amélioration dans comment les produits sont conçus parce qu'on aura cet impact décuplé de la recherche, quoi.
Ouais, mais par exemple, je reviens sur quand je te posais la question sur un métier, une activité à part entière précédemment. C'est vrai que même par exemple, Design Ops, moi j'ai été approché une seule fois pour ce type de métier et encore, on m'en a parlé vraiment comme ça et en fait, c'était plus en mode responsable UX/UI, tu vois, mais il voulait vraiment quelqu'un qui était dans l'opérationnel Ouais. pour l'organisation des équipes et de la démarche du design. Donc il y avait vraiment cette volonté, mais il n'y avait même pas eu d'offre d'emploi à cette époque. Donc, et c'était il y a 2 ans. Donc ce Mhm. sont des postes encore qui sont, je pense que même DevOps, je pense que ce sont des postes qui sont encore, je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté des entreprises de pousser l'organisation pour avoir un rythme et qu'il y a une meilleure démarche, etc. Mais en tout cas, d'après les offres d'emploi, les offres de mission que je vois, j'en vois vraiment très très peu, voire peut-être une fois par an, 2 fois, mais pas plus quoi. Ok. Ouais, Je sais pas ce que je tu en penses t'avouerai, toi. enfin, le design up, c'est pas du tout là où, entre guillemets, je regarde Oui, et bien sûr. j'ai trop de connexions. Euh, mais bon, alors ça mettra peut-être un peu plus de temps pour les research ops. Je sais pas du tout, mais je suis effectivement, je sais pas si ça va devenir un métier ou une activité à part entière. Ça peut être intéressant pour des gens qui sont dans l'opérationnel, comme tu disais, et qui souhaitent servir leur organisation. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais après, je sais pas si ça peut devenir un métier à part entière que je sais pas parce que en tout cas en France, c'est vrai que il y a souvent dans les métiers ou dans les fiches de poste, il y a souvent un décalage entre les US ou l'Australie et la France. Je sais pas ce que tu en penses sur ce décalage, mais je trouve qu'il y a souvent un décalage, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah après, de toute façon, enfin, en plus encore plus dans notre industrie, Hmm. où en fait, bah, je dirais c'est l'Europe qui pompe sur les États-Unis, qui dit voilà, qu'est-ce qui se passe aux US. Ah, ok, maintenant il s'appelle product designer, donc maintenant on appelle tout le monde product designer. Hmm. Et mais la fiche de description n'est pas du tout ça, quoi. Où on essaie de tout faire. Donc, tu as toujours un peu cette inspiration qui est, tu vois, un peu le téléphone arabe, on prend les trucs et ça change totalement. Euh, après, oui, après, tu vois, oui, clairement, tu vois, entre guillemets, Research Ops, alors si tu compares, entre guillemets, le ratio, alors tu imagines déjà que les ratios, entre guillemets, entre research et design vont être 1 pour 5, 1 pour 10. Euh, donc tu imagines, Research Ops, ça va être encore plus petit. Donc si tu dis que oui, Research Ops, ça va être une carrière avec une fiche de carrière qu'on aura, je sais pas, sur les sites gouvernementaux, bon, peut-être pas, tu vois. Hmm. Mais, entre guillemets, ça va être une carrière possible en research ou quelqu'un qui a un background, pas besoin de forcément faire un doctorat en psychologie, des trucs comme ça, mais avoir quand même des bases de research ou avoir commencé sa carrière en research, en UX et dire, bon, en fait, c'est sympa, mais je préfère m'occuper d'autre chose que de faire tout le temps la research et sur le terrain ou faire que du test tout le temps, bah, ça sera une autre voie, quoi. Et elle sera aussi très valable parce qu'en fait, euh, l'impact aussi est très fort, entre guillemets, vis-à-vis peut-être d'un researcher qui fait du testu tout le temps et que bon, bah, tu veux faire des corrections d'interface versus un researcher qui va permettre en fait d'aider l'équipe entière à produire plus ou de meilleurs insights qui eux peuvent changer le business. Donc, c'est euh, c'est une manière de voir les choses, quoi. Ouais, ouais, mais je remets pas du tout en cause Ah oui, oui, je remets pas du tout en cause le fait que ça peut être très intéressant dans une organisation, dans une société. Mais effectivement, d'après moi, ce que je vois, j'espère que ça puisse se développer et que le design ops également puisse se développer. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est, j'ai pas l'impression, je pense pas que ça va se développer beaucoup en France, quoi. Ça va être, je pense que ça va être plus lié ça va être une autre activité
d'un lead UX ou d'un manager UX ou d'un directeur UX. Je pense que ça sera quelque chose qui, cette activité-là, sera raccrochée à son rôle. C'est souvent ça en plus en France, le fait d'avoir des personnes multicasquettes et la personne sera complètement sous l'eau, ça c'est sûr, Ouais. mais, euh, mais c'est souvent le cas, en tout cas en France, de mettre des multicasquettes à des personnes. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, ouais. Bah, je pense d'une certaine manière, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils le font déjà. Parce que, bon, bah, si, entre guillemets, t'es dans une organisation qui fait de la recherche de manière plus ou moins régulière, tu es quand même confronté déjà à ces logiques. Absolument. Donc, bon, quoi qu'il arrive, ils sont déjà sous l'eau. Mais, euh, mais bon, j'espère pour eux euh, qu'ils arriveront à en fait bah, s'organiser et dire en fait bah, vous voyez toutes ces choses qu'on fait aujourd'hui qu'on perd énormément de temps puisqu'au final on va pas Hum, se le cacher que tu payes un designer ou un researcher pas un pont d'or mais un certain niveau d'argent et pour en fait qui va faire beaucoup de choses qui sont pas créatives ou dire ou d'exécution de son talent, c'est quand même un grand gâchis pour l'organisation. Ah oui, non, mais absolument, Et oui. je pense que, ouais, comme tu dis, cette double casquette, euh, elle a un impact parce qu'au final, ça impacte le produit, ça impacte l'utilisateur, et donc ça impacte le business derrière. Mais ça, faut aller le défendre devant les équipes, les CML, quoi. C'est clair. La dernière question, c'est est-ce que toi, tu penses devenir researcher Ops? Ouais, bonne question. Je dirais, sur les bonnes conditions, j'étais pas du tout très loin l'année dernière de signer à ça. Je me suis arrêté à l'offre. Mais je dirais c'est possible, vu mon background maintenant, d'avoir été UX lead et aussi maintenant, on va dire, avoir mis la main dans vraiment tout ce qui est partie recrutement et avoir accompagné ces équipes. C'est un profil, je dirais, qui est peu sur le marché, donc pas mal. Enfin, j'ai été contacté quand même quelques fois par mon réseau pour ça. Euh, donc, je peux pas vraiment te répondre. On verra sur le futur D'accord. comment ça se passe. Mais pour l'instant, je suis freelance. Donc, comme je peux pas être researcher freelance, c'est plus compliqué. Mais à voir, à prouver, hein, qui sait. J'ai essayé de proposer ça, mais généralement, c'est une position en interne euh, que les entreprises ont besoin. Donc, Hmm, c'est un autre besoin, quoi. d'accord. Et parce que toi, aujourd'hui, tu disais que tu étais freelance, tu travailles plus avec des sociétés internationales? Bah là, pour l'instant, je travaille avec deux petites PME en France que j'ai dans D'accord. mon réseau, donc il n'y a pas grand-chose à voir. On est passé sur une autre échelle. D'accord. Mais après, j'ai des contacts, oui, en Suisse, on est en train de discuter. Bah, j'avais ça fait à peine un mois, donc c'est encore tout récent. Mais j'avais trois possibilités. Donc là, oui, c'était déjà des groupes plus haut niveau, quoi, international, plusieurs pays, dans des logiques, on va dire, que je connais le plus souvent, qui ces logiques internationales de lancement de produits dans différents marchés, quoi. D'accord. Et tu disais il y a une minute que tu penses que Researcher Ops, c'est vraiment lié à une activité de quelqu'un qui serait recruté en CDI en fait et pas en freelance? Oui, parce qu'en fait, t'as beaucoup, je pense, de problèmes, je dirais juridiques, de connaissances intimes du business Hmm, et des insights et des researchers et des process en interne. d'accord. Et deux, tu as envie d'avoir quelqu'un sur la durée. Parce Hmm, que c'est tellement, on va dire, t'es quand même une pièce rare. Faut pas se le cacher. Euh, parce que tu montes, en fait, Kate le disait de manière assez intéressante, généralement ceux qui vont monter des départements de Research Ops, il faut qu'ils aient un profil d'entrepreneur, entre guillemets, hmm, ou d'intrapreneur, on va dire. Parce que tu dois construire de quelque chose. Donc tu dois construire quelque chose de zéro. Donc
comme en département UX, comme en département recherche, etc. Euh, et donc, je pense externaliser ça à quelqu'un qui est pas là ou qui, entre guillemets, est sur une meilleure mission peut partir, c'est un risque business assez grand, quoi. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment des rôles qui vont être en interne. Euh, et bon, peut-être un jour, on pourra se permettre d'avoir des research ops freelancers quand on aura tellement sur le marché, quoi. D'accord. Mais je dirais aujourd'hui, c'est plus une perle qui se trouve dans, euh, dans certaines organisations parce que bon, bah, il faut avoir un certain besoin, il faut avoir les moyens pour avoir la structure et tout le travail là derrière. Euh, donc, oui, pour moi, ce serait que des choses en interne dans au moins pas mal d'années, quoi. D'accord, ok, très bien. Ouais, c'était intéressant de le savoir parce que moi, je pensais plutôt le contraire, mais bon. Mais Oui, après, tu effectivement. vois, moi, je suis ravi de revenir vers toi dans quelques mois et de te dire, bon, non, en fait, j'ai trouvé une mission dans les startups freelance. Euh, je dirais, tu vois, c'est un moyen qui serait d'externaliser ça, c'est de monter un peu, entre guillemets, cette automatisation de certains besoins de la recherche Hmm, euh, et de le laisser. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme tout, tu vois. Alors, si tu construis quelque chose et que tu t'en occupes pas après, bah voilà, tu as des mauvaises herbes, les gens partent en interne aussi, donc c'est un truc qui vit, quoi. Donc, je pense que c'est dur à avoir juste de poser quelque chose, tu vois, genre, comme aujourd'hui, un designer ferait un design system, tu vois. Et genre, ça peut vivre de lui-même sans que tu aies vraiment besoin de le retoucher tout le temps, tu vois. Je suis d'accord, après, faut le bêter, il y aura des cas, etc. Mais je pense que la research shop, c'est quelque chose de, ouais, encore plus humain, quoi. hmm. Donc c'est difficilement, je pense, externalisable. D'accord, ok, très bien. Et alors, l'avant-dernière question, est-ce que tu pourrais donner un conseil à nos auditeurs sur la Research Ops ou comment devenir Research Ops est-ce que tu pourrais leur donner un conseil, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, bah, si vous êtes intéressé pour en savoir plus et en apprendre, bah, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, hein, ravi de discuter. Deux, allez sur le Slack de Riops, déjà, et lisez le médium et déjà un peu les contenus qu'ils ont produits. Il y aura de quoi déjà euh, bien vous apprendre sur ça et en savoir déjà plus sur comment ça et comment ça se structure et vous connecter en fait avec des gens qui font déjà ça dans le monde. La communauté Slack est très ouverte, les gens aident toujours, etc. Donc, je dirais, c'est un peu votre chance de saisir ça au vol parce que bah, les gens sont très réceptifs et on est dans une bonne ambiance. Et après, il y a toujours LinkedIn, où vous pouvez rajouter les gens en Riops, etc. aussi. Je pense que ça s'implique aussi à LinkedIn, même si, bon, entre guillemets, Slack, c'est toujours, il y a ce côté un peu plus familier et que, on est dans cette communauté, donc ça aide, on va dire. D'accord. Toi, tu en as déjà parlé précédemment sur LinkedIn? De Riops, un peu. C'est pas vraiment un thème que je pousse parce que, disons que aujourd'hui, j'ai d'autres priorités en termes de publication sur LinkedIn, Hmm, notamment parce que j'ai un projet personnel lié au design. Euh, mais je dirais, en suivant les bonnes personnes, des Riops, il y aurait de quoi trouver des bonnes sources, quoi. d'accord, ok, très bien. Et donc pour terminer cette interview, je voudrais te poser les trois questions fil rouge que je pose à tous les invités. Ouais, bien sûr. Alors la première, c'est comment tu vois ton métier dans 10 ans? Pour moi, je vois, il y a deux niveaux de lecture, un peu, parce que les deux sont intimement liés. Un, il y a le niveau de l'industrie. Euh, Comment l'industrie, je dirais, du design euh, sera dans 10 ans, et donc la recherche dans ça. Et bah, un peu comme le thème d'aujourd'hui, euh, on parlait de RIOPS.
moi, je fais souvent, enfin, j'aime bien le parallèle dans ce cas-là avec la médecine, où tu vois, genre, t'es chirurgien du genou, t'es chirurgien du petit doigt, euh, et disons, il y a euh, il y a ce mouvement en fait de super spécialisation dans l'industrie qui de toute façon est en train d'arriver et qui fera qu'arriver. Euh, et c'est bien et mal d'un côté parce que bon bah c'est quand même bien d'avoir une question quand tu parles de design d'avoir une vision holistique. Donc ça peut être un problème et je pense que ça arrivera aussi. Euh, mais je dirais peut-être l'autre raison, ça sera que l'UX sera probablement moins sanctifié. Aujourd'hui, tu vois, je sais pas, ton sentiment, moi, c'est que tout le monde, enfin, l'UX a explosé, tout le monde parle du X sans vraiment savoir c'est quoi derrière. Donc c'est un mot fourre-tout. Euh, et donc d'où cette spécialisation où les gens vont. Mais je pense que, j'espère que dans 10 ans, l'UX sera vraiment un peu pas la chasse gardée de nous, UX, researchers, UX designers, ce que tu veux, mais sera le, le- le- la préoccupation du business en tant que tel, parce que tu auras des certifications, tu auras euh, c'est des choses qui seront maintenant presque, tu vois, quand tu parlais des fiches de poste, euh, je pense dans 10 ans, et, enfin, ceux qui étudient déjà des choses comme ça, l'UX sera probablement inséré dans une grande majorité de cursus. Hmm. Euh, donc, je dirais, il y aura, au moins, l'UX sera moins sanctifié, mais sera beaucoup plus technique. Euh, ça, je pense que c'est une certitude. Et, euh, et on sera probablement en train d'attaquer, je dirais, toutes les nouvelles technologies qu'aujourd'hui on est un peu en train de voir de temps en temps dans les médias, etc. On sera probablement peut-être dans le dur du sujet, qui est vraiment comment d'adapter les technologies à l'homme. On va parler de voitures autonomes, de réalité augmentée, VR, AI, etc. Quoi. D'accord. Euh, moi, je vois le métier dans 10 ans et j'espère en tant que researcher, et je vois ça, je pense arriver assez rapidement, que le métier de researcher euh, sortira aujourd'hui du carcan un peu researcher d'évaluation, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es un peu en tant que researcher, on fait l'équipe tech produit quelque chose, tu vas tester, et entre guillemets, l'attente du PM, c'est d'avoir le petit validé par un test utilisateur ou pas, quoi. Et donc très peu de boîtes aujourd'hui arrivent à sortir de cette vision un peu limitatrice et d'aller en amont, vraiment de faire de la recherche exploratrice, de parler d'innovation, etc. Donc, vu comme l'évolution, moi je pense que dans 10 ans, grâce notamment à la Research Ops, hein, on aura réglé ce type de problème de testu, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai peut-être pas eu le temps d'en parler, c'est que si tu arrives à libérer des researchers pour faire de la recherche plus complexe, ça veut dire que d'autres gens comme des designers ou des PM peuvent faire de la recherche de testu. Euh, et donc, ça libérera ces researchers pour faire de la recherche beaucoup plus en amont et travailler donc, des sujets d'innovation et des choses beaucoup plus profondes et disruptives, quoi. Hmm. D'accord. Effectivement, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que effectivement, ça peut être intéressant de voir cet aspect-là. Absolument, tout à fait. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te différencie, Alexis, toi, d'un autre designer? Je dirais en fait la chose la plus unique de mon parcours, elle est qu'en fait je suis franco-brésilien. Euh, et ça semble mineur, mais ça va expliquer en fait énormément de choses. Parce que j'ai grandi depuis tout petit en fait entre deux mondes. Et je pense que ça a mis une curiosité innée en moi qui a fait que je suis parti vivre à l'étranger assez tôt. Donc voilà, entre mes 18 et mes 30 ans, j'ai vécu sur 4 continents, donc la Chine, le Brésil, l'Australie, etc.
Donc je crois que j'ai une soif de découverte assez grande et je suis très aventurier. Et ça s'est, je dirais, bizarrement, on va dire, retrouvé dans mon travail où, en fait, j'adore rentrer dans des projets en fait, où c'est entre guillemets le bordel parce qu'il n'y a pas il y a pas de référent, ça n'a jamais été fait. On sait, l'équipe ou même je veux dire, les stakeholders ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont perdus. Et donc là, j'arrive, je vais donner un sens de direction parce que je dirais l'inconnu, ça me fait pas peur. Donc je dirais ça c'est entre guillemets la première des choses qui va me différencier que je vois. Euh, et la seconde qui me vient à l'esprit, c'est une fois que tu as apporté cette vision au projet, que tu as fait ces connexions pour amener ça, euh, c'est entre guillemets la première étape, hein, c'est pas fini. L'idée et l'exécution, c'est deux mondes différents. Et j'arrive j'irai avoir un regard assez froid et on va dire pas froid peut-être, mais plutôt non biaisé sur le fait que voilà le travail qui reste à fournir sur le produit pour que l'expérience soit optimale et qu'est-ce qui va vraiment être entre guillemets x10 pour l'utilisateur quoi. Euh, c'est quelque chose entre guillemets que je me suis toujours un peu peut-être bridé parce que quand en équipe ou en interne, tu as un peu cet aspect politique. Mais au final, quand tu fais un produit, je pense qu'il faut être franc avec toi et les collègues ou les membres de l'équipe. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une un des problèmes qu'on a une mauvaise UX, qu'on a des mauvais produits. C'est parce qu'en fait, les équipes, il y a trop d'équipes qui passent leur temps à se faire des high five, à dire en fait, on a lancé une nouvelle feature, on a fait un truc, nouvelle roadmap, etc. Alors, il n'y a pas de recherche, c'est pas validé, c'est un peu comme tu as mis ton doigt au vent. Et même, entre guillemets, si l'insight ou je dirais l'instinct créatif de l'équipe ou ce que tu veux est vrai, euh, bah, comme en fait il y a un peu ce jeu politique entre où on n'ose pas trop dire du mal parce que c'est mal vu, etc., c'est politiquement correct, au final ça fait un peu les choses à moitié. Euh, donc j'irais comme autre différenciation, euh, j'arrive à garder ce cap de dire voilà, faut qu'on améliore les choses, même si ça fait pas vraiment plaisir des fois, mais c'est ce qui est nécessaire. Et la troisième et dernière question, c'est quel épisode de Design Plus as-tu bien aimé et pourquoi? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je dirais que je suis très biaisé, hein. C'est celui avec Olivier Sauvage sur les tests utilisateurs, parce que il reprend, il dit l'important et il reprend les bases, voilà, de l'importance des tests utilisateurs, et que moi, en tant que researcher, je peux que dire enfin, remettre en avant l'importance de faire des tests utilisateurs, comme je le disais juste avant, parce qu'en fait, peu importe ton niveau de seniorité, c'est ça qui est toujours incroyable, tu vas toujours en apprendre. Tu vas toujours en apprendre et c'est souvent quand tu crois que tu n'as jamais fini d'apprendre et que tu dis non, mais c'est bon, on les connaît, c'est client, etc. Et je veux dire, on est humain, donc ça passe quand même dans ta tête, hein. Mhm. Et tu dis en fait, je sais rien, tu vois, genre tais-toi quoi. Donc euh, donc c'est ça c'était un épisode enfin, qui était très intéressant pour ça et surtout aussi parce que j'ai bien aimé sa métaphore. Il parlait euh, du travail du designer à en fait rendre l'utilisateur heureux avec l'utilisation du produit, etc. Mais il parlait de cerveau encrassé quand il parlait de réseaux sociaux. Ça résonnait avec moi parce que je pense aussi, tu vois, que la manière en fait que ce genre de produit, on va dire,
attaque mon attention, la capture. Ouais, j'ai bien aimé cette vision de cerveau encrassé, parce que tu sors de là d'un fil YouTube, Instagram, etc. Genre, j'utilise plus ce genre de produit, mais pour l'avoir fait, tu ressors de là avec ton attention, ton cerveau totalement d'une autre perception, quoi. Ah oui, Euh, je suis absolument d'accord, c'est vrai. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, on se perd facilement dans Instagram ou dans YouTube et tu peux perdre 10 minutes et t'as pas compris pour ce qui s'est passé. Et en fait, il y a des UX qui sont passés par là et qui ont très bien fait leur jeu et effectivement, ton temps d'attention a été complètement absorbé, quoi, en fait. Effectivement, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Enfin, je dirais, ça m'arrive aussi sur LinkedIn, hein. Euh, Par exemple, enfin, combien de fois genre, tu vas voir sur Instagram, sur YouTube, ou peut-être un truc, tu veux chercher un truc Hum. ou envoyer un message. Moi, ça m'arrive plein de fois. Alors, tu veux envoyer un message, et là, le premier truc qu'il y a sur le feed, genre, je perds l'attention, je suis là, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Qu'est-ce que je venais chercher, tu vois? Alors, je ferme, et après, tu vois, tu retombes sur Gmail, et là, tu vois, as un autre mail, et, t'es là, et genre, tu passes d'un autre, et c'est fini, quoi. Hum. Euh, et c'est ça, Tristan Harris le dit très bien. C'est Hum. le mec qui a quitté Google pour maintenant un peu partir contre eux en guerre, on va dire. Et il le dit très bien, c'est ce genre de produit. C'est qu'en fait, comme tu le dis, tu perds ton attention, tu perds 10 minutes, tu n'as pas vu ça. Euh, c'est qu'en fait, tu viens pour faire quelque chose, mais tu repars en étant insatisfait parce que tu as fait totalement autre chose. Et c'était juste cognitivement, t'as été hypnotisé Ouais, ouais, euh, absorbé, absolument, oui, tout à fait. Ouais. voilà, par une logique de machine à sous, quoi. Tu Hum. es là, tu scrolles, pom, pom, tu mets fin infini, et c'est fini, quoi. Absolument, tout à fait. Et bien, voilà, pour conclure l'interview, Alexis, je voudrais te laisser le mot de la fin. D'accord, ok, ok. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié notre bel échange d'aujourd'hui, euh, qui, je pense, a été intéressant et aussi complet. Mais voilà, si vous avez des questions ou d'autres choses, bah, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, on laissera les coordonnées. Faites de la recherche, hein, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire guérilla ou pas guérilla, et aussi en montant en compétences. Mieux vaut faire un peu de recherche que pas du tout. On a toujours des choses à apprendre. Euh, et ben voilà. Et puis j'espère, pourquoi pas revenir dans un épisode pour dire que j'avais tort et que j'ai réussi à trouver un research job en freelance ou autre. Eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup à Alexis. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, Ouais, moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. super. Merci à toi. J'espère que les auditeurs aussi, et j'en suis convaincu qu'ils apprendront des choses grâce à toi. C'est vrai que c'était un sujet qui était vraiment très intéressant et peu ou pas connu du tout. J'en ai parlé avant de faire l'interview, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres UX et il y en a certains qui m'avaient répondu oui, je connais, j'en ai entendu parler et d'autres, ils n'étaient pas très sûrs, voire ils ne connaissaient pas. Donc je Mhm. pense qu'effectivement c'était intéressant de soulever ce point et d'en parler aujourd'hui dans cet épisode. Donc encore merci Alexis d'en avoir parlé. Ben, merci à C'était toi de m'avoir invité. c'était très intéressant. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Alexis, au revoir. Salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast.
Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _ podcast, et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!